Donc, ma formation est en psychologie cognitive. J'ai un doctorat en psychologie cognitive que j'ai eu à Paris 5. Je suis d'origine parisienne et depuis plus de 10 ans maintenant, je travaille dans le jeu vidéo. Et j'ai travaillé dans plusieurs boîtes. Alors, j'ai commencé à Ubisoft à Paris. Après, je suis allée à Ubisoft à Montréal où j'ai travaillé dans le labo Playtest et j'ai travaillé sur la franchise Rainbow Six à Ubisoft Montréal. Et après, j'ai bougé à LucasArts, à San Francisco. Et à LucasArts, j'ai travaillé, donc c'est là où j'ai commencé un petit peu à développer la stratégie UX. Parce qu'avant, dans les jeux vidéo, on parlait pas, UX, c'est un terme qui est très récent. Dans les jeux vidéo, c'est à peu près 6 ans, on va dire, qu'on commence à utiliser ce terme. Et donc, à LucasArts, c'est là où j'ai vraiment démarré, commencé une équipe et commencé à parler de ce que c'est et démarrer cette stratégie UX. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de développer beaucoup parce que Disney a acheté LucasArts et donc a acheté Lucas, pardon, et a fermé LucasArts. Donc, les jeux sur lesquels je travaillais, notamment 1313, donc n'ont jamais vu le jour, malheureusement. Mais c'est à ce moment-là, je suis partie chez Epic Games. Donc, c'était en 2013. Et à Epic Games, je suis devenue la directrice UX du studio. Donc, j'ai travaillé non seulement sur les jeux, mais aussi sur le moteur de jeu que Epic fait, Unreal Engine. Et bien sûr, j'ai travaillé de façon très rapprochée avec l'équipe Fortnite. Et ça a été très intéressant pour moi parce que c'était une équipe qui était très demandeuse de comprendre un peu plus le UX et on a pu travailler vraiment bien main dans la main. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et bon, le résultat est pas trop mal. Et après, je suis partie d'Epic en fin 2017. Donc c'était juste au tout début le tout début du succès de Fortnite. Et en octobre 2017, je suis partie et je suis consultante indépendante depuis lors. Donc, je vais dans plein de studios, je prêche pour le UX et j'explique ce que c'est et comment l'utiliser et comment utiliser les sciences cognitives. Et c'est un peu ce qu'on va faire là aujourd'hui, assez rapidement. Je vais essayer d'être rapide. Hein. Chaque fois, je dis ça, mais chaque fois, je déborde. C'est qu'il y a 3 éléments que je voulais aborder ici pour vous expliquer comment ça marche dans les jeux vidéo. Mais déjà, c'est un peu expliquer c'est quoi les sciences cognitives et pourquoi on en a besoin pour faire un jeu et pour faire n'importe quel produit d'ailleurs. L'idée, c'est de se détacher. Hein. Le UX, moi, j'aime bien parler d'approche UX parce que souvent, quand on parle de UX, donc expérience utilisateur, je trouve plus le mot français. On le réduit à l'interface. Or, l'UX, pour moi, c'est vraiment une approche. C'est se détacher de son approche de créateur et créatrice de jeux ou quoi que ce soit que vous êtes en train de créer pour adopter la perspective de l'utilisateur final. Et donc, pour faire ça, il faut comprendre un petit peu le cerveau parce qu'une expérience se passe dans le cerveau de la personne qui a l'expérience. Et donc, il faut un petit peu comprendre comment ça marche. On rentre pas non plus trop dans les détails, mais on essaie de comprendre un petit peu les processus mentaux et comment ça fonctionne. Donc là, c'est juste un schéma très simplifié de comment le cerveau fonctionne quand on apprend quelque chose. On n'apprend jamais du vide. Hein. Ça vient toujours de la perception qu'on a eue de choses qui nous viennent de nos sens. Hein. On a beaucoup de sens. Et la perception, c'est le premier processus qui se passe. Ensuite, on va traiter l'information qu'on a perçue avec nos sens. Et au final, si on a appris quelque chose de nouveau, c'est qu'on l'a mémorisé. Et quand on mémorise quelque chose, ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment ça modifie quelque chose dans notre cerveau. On a des nouvelles connexions synaptiques. Les synapses, c'est des connexions entre neurones où les synapses, les connexions synaptiques se modifient, etc. Donc faut vraiment comprendre que le cerveau est malléable, on a ce qu'on appelle la plasticité cérébrale et tout ce que l'on expérimente dans la vie va modifier le cerveau. Donc, jouer aux jeux vidéo comme écouter cette présentation ou lire un livre. Et entre les deux, évidemment, il se passe plein de choses et il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer la qualité de ce traitement de l'information, de l'apprentissage. Je vais pas rentrer dans les détails hein, parce qu'il y en a beaucoup. Je vais surtout parler de l'attention et un petit peu de la motivation. On sait que si on fait pas bien attention à quelque chose, on le mémorise moins bien.
Bon, bah, ça, cette espèce de schéma qui est ultra simplifié, hein, bien sûr, on n'a pas des groupes comme ça séparés, on n'a pas un traitement qui est sériel, on n'a pas vraiment de traitement en plus de l'information, c'est des termes qu'on emploie pour essayer de comprendre le cerveau et en parler de façon un peu intelligible, mais le cerveau ne fonctionne pas comme un ordinateur. Donc le cerveau est extrêmement complexe, hein. Rappelez-vous que c'est vraiment une histoire de simplifier au maximum pour qu'on puisse quand même avancer. Bon, bah pour chacun de ces éléments, la perception, la mémoire et l'attention, on a beaucoup de qualités, mais on a aussi beaucoup de limites. Le cerveau est humain est assez limité, et l'idée c'est de prendre en compte ces limitations, ces limites, pardon, quand on fait quand on crée un système, un objet, et je vais vous montrer comment on dépasse ça dans le jeu vidéo, notamment Fortnite. Donc là, pour la perception, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui êtes gamers. En général, je demande aux gens de crier ce qu'ils perçoivent ici. Là, on peut moins le faire en e-conférence. Mais essayez bah voilà, vous pouvez le faire dans le chat si vous voulez. Mais en général, quand je montre cette image, j'ai à peu près, quand je fais ça chez les développeurs de jeux, j'ai à peu près 30% des gens qui lèvent la main et qui crient Street Fighter, et le reste de la salle qui est un petit peu, mais qui sait quoi, on ne sait pas trop. Et donc, en effet, ça, c'est une représentation schématisée, artistique des personnages de Street Fighter. Donc, si vous avez joué à ce jeu-là et si vous avez été assez passionné par ce jeu-là, il y a de bonnes chances que vous ayez reconnu ces personnages immédiatement. Si vous n'avez pas joué à ce jeu-là, si vous ne connaissez pas du tout ces personnages-là, il y a de grandes chances que vous ayez perçu soit pas quelque chose d'intelligible, soit des personnages, des Lego, ou des fois j'ai des tapis, ou de l'ADN. Et tout ça, c'est pour vous dire que la perception est subjective. C'est-à-dire que pour un élément que l'on perçoit, pour un élément de la réalité, il y a une multitude de perceptions. Et ça va dépendre de votre historique, ça va de ce que vous connaissez, votre culture, vos attentes, du contexte également. Et si vous êtes daltonien, c'est à peu près 8% de la population chez les hommes, hein, c'est très très rare chez les femmes. Ben évidemment, là, vous êtes en plus exclu de mon petit jeu, et je m'en excuse, mais ça me permet aussi de faire un point en disant il ne faut jamais exprimer une information seulement avec les couleurs. Il faut toujours qu'il y ait autre chose, sinon c'est pas accessible. Donc la perception est subjective, et ça c'est un problème quand même assez important quand on fait un produit, hein, c'est un jeu vidéo, c'est juste une multitude de stimuli. La plupart sont audio et visuels. Après, il y a d'autres jeux, on a des stimuli haptiques, tactiles, mais la plupart c'est audio et visuel. Et donc il faut s'assurer que tous ces stimuli vont être perçus de la façon dont on voulait. Parce que sinon, le jeu n'est pas complètement inintelligible. Donc, c'est pour ça qu'on teste énormément de choses. On ne peut pas tout tester, hein, parce que surtout dans des jeux assez complexes comme Fortnite, c'est des jeux systémiques avec énormément d'éléments. Mais ça, c'est un exemple d'une icône qu'on avait quand j'ai démarré à Epic en 2013. Ça, c'était une icône dans Fortnite. Alors, je vous laisse juste quelques secondes pour essayer de deviner ce que ça représentait à l'époque. Mais j'ai fait venir des joueurs qui ont joué à Fortnite pendant à peu près 20 minutes. C'était encore assez... c'était le début, donc on pouvait quand même jouer, hein, mais le prototype était déjà assez avancé. Et ils pouvaient interagir avec tout un tas de choses, et notamment cette icône. Et après, je leur ai demandé qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire ça. Et pour cette icône-là, alors peut-être que vous l'avez deviné, c'est l'icône qui représentait les pièges dans Fortnite. Donc quand on joue à Fortnite, on a un menu avec un inventaire, et les éléments sont groupés en catégories, dont les pièges. Et les pièges, c'est assez important dans Fortnite, hein, parce que si on veut gagner, il faut mettre des pièges pour ralentir les ennemis. Et le problème, c'est que j'ai pas mal de joueurs qui n'ont pas reconnu cette icône comme étant l'icône des pièges. Certains m'ont dit que ça ressemblait aux munitions, d'autres m'ont dit quelque chose des arbres ou quelque chose qui a à voir avec la construction.
Ça, c'est un gros problème, hein, parce que Fortnite, c'est pas un jeu où on va challenger la perception. Il y a d'autres jeux qui font ça, hein, mais c'est pas le cas de Fortnite. Et ça, si cette icône ne donne pas l'information dont on a besoin, bah, c'est quand même un gros problème, parce que ça crée des frustrations qui ne sont pas voulues. Et donc, on a itéré sur cette icône, on l'a transformée en un piège qui ressemble à un piège à ours, même un piège à loup, pardon, en français on dit piège à loup. Même s'il n'y a pas de piège à loup dans Fortnite, c'est un archétype qu'on comprend beaucoup mieux et qui va représenter la catégorie de façon beaucoup plus claire que la représentation qu'on avait avant. Alors, bien sûr, après, faut tester en fonction des différentes cultures. Hein, ça, c'est encore une autre couche. Si on travaille et on publie un jeu de niveau international, il y a des symboles qui sont compris dans certains pays, mais pas dans d'autres. Hein. On a chacun dans notre culture. Et puis il y a des symboles qui sont marrants dans une culture et qui sont offensifs dans d'autres. Des fois, c'est le matin pour moi, donc mon cerveau il est pas encore rebranché en français. Donc excusez-moi si je bafouille de temps en temps. Donc voilà, donc ça c'est très important. La réalité, on ne perçoit pas la réalité telle qu'elle est. La perception, c'est une construction du cerveau, et donc c'est important de prendre cette grosse limite en compte pour s'assurer de traduire les informations de façon claire et intuitive aux joueurs. Maintenant, on va faire un autre petit jeu. Je vais vous demander de réfléchir assez rapidement à comment est la position de la statue Le Penseur de Rodin. Essayez de vous rappeler sur comment la statue est positionnée et sur quelle jambe se repose quel bras du penseur. Alors, trichez pas, hein, je vais vous montrer la photo de toute façon, mais essayez de le visualiser dans vos têtes et essayez de réfléchir. Alors, souvent, on dit droite sur gauche, ou gauche sur droite, ou droite sur droite, ou gauche sur gauche. Et donc, voici la réponse. Il a en fait les deux bras sur la jambe gauche. Il est dans une position très bizarre, je sais pas, moi, c'est pas comme ça que je pense en général. Bref. Et c'est juste une illustration pour que vous vous rendiez compte que la mémoire est très faillible, en fait. On a l'impression qu'on mémorise des choses de façon assez précise, mais c'est pas du tout le cas. Si la perception est une construction du cerveau, la mémoire est une reconstruction. Donc, à chaque fois qu'on reconstruit nos souvenirs, on va perdre de la précision dans ce processus. Et donc, on prend pas des photos comme ça qu'on va classer et qu'on va ranger quelque part dans notre cerveau. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Et donc, on ne mémorise pas bien. Et donc, notre mémoire est faillible. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et en plus de ça, il y a plein de choses qu'on oublie. Hein, on oublie de façon exponentielle. Et donc, c'est pas parce que les joueurs ont appris quelque chose à un moment qu'ils vont le retenir. Et quand ils vont revenir peut-être une semaine ou 2 semaines plus tard, qu'ils vont s'en rappeler. Donc, c'est pour ça pour les gens un peu assez complexes, hein, comme Fortnite, qui ont beaucoup de systèmes, c'est très important de faire un HUD alors le HUD c'est HUD, donc en français c'est affichage tête haute. Et l'idée c'est d'avoir toutes les informations qui sont les plus importantes pour les joueurs. Et ces informations-là, ça permet de réduire en fait la charge mnésique, et tout ce qui est tout le temps affiché, ça évite, on n'a pas besoin de s'en rappeler. Et c'est pour ça dans Fortnite, à chaque fois qu'on est proche de quelque chose qu'on peut ouvrir, on a le petit pop-up de l'interface, et ça nous explique sur quel bouton appuyer pour ouvrir le coffre. Toutes les images que vous avez de Fortnite, hein, c'est des images au cours de développement, donc c'était entre 2013 et 2017. Un autre élément, par exemple, dans Fortnite, c'est quand on veut construire quelque chose, donc on a envie de crafter une nouvelle arme, par exemple. Donc, on va regarder dans toutes les recettes qu'on a. L'idée, c'est qu'on ne veut pas que les joueurs aient à se rappeler du nom de l'arme qui les intéresse, de tous les ingrédients dont ils ont besoin, de combien d'ingrédients ils en ont pour chaque, et de ce qui leur manque et qu'ils doivent aller chercher. Ils peuvent épingler cette recette dans le HUD, dans le HUD, et comme ça, les joueurs peuvent se concentrer sur leurs objectifs plutôt que de mémoriser une information dont on s'en fiche. En fait, c'est pas le cœur de l'expérience de Fortnite de mémoriser cette information-là. Dernier petit jeu, je vais vous montrer des cartes. Ça va aller assez vite, mais je vais vous demander de choisir une carte et d'essayer de la mémoriser de la façon la plus précise possible. Donc, choisissez une carte et mémorisez-la. Je parie que je peux deviner quelle carte vous avez choisie et la faire disparaître.
Et là, c'est là où le présentiel est quand même beaucoup plus sympa parce que soit les gens ne réagissent pas, je me dis bon, ça n'a pas marché, soit les gens font oh et là, je sais que ça a marché. Donc, j'espère que ça a marché pour vous. Ce qui s'est passé ici, c'est que j'ai changé toutes les cartes. En psychologie, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est un phénomène très très connu. On appelle ça la cécité au changement, change blindness, et c'est assez frappant. C'est-à-dire que on est très mauvais à faire attention à tous les éléments dans notre environnement. Quand on se focalise sur une tâche, on ne peut pas faire attention à tout. Les magiciens savent très bien ce genre de choses. En fait, ils connaissent très bien les limites de notre cerveau. Et c'est ce qu'on appelle en magie, ce qu'on appelle la misdirection. C'est quand on vous dirige l'attention ailleurs. Et donc, pendant ce temps-là, on change des choses et vous n'avez rien vu parce qu'on est très mauvais en attention. Bon, c'est pareil dans les jeux vidéo. On a besoin de s'assurer, alors parfois on détourne l'attention si on veut faire peur, mais parfois on veut s'assurer que les joueurs peuvent vraiment faire attention à un élément en particulier quand on veut leur faire apprendre quelque chose d'important. Donc les ressources attentionnelles sont très réduites chez le cerveau humain et on ne s'en rend pas souvent compte. Toutes ces limites du cerveau, la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. Ce qui fait qu'on pense qu'on peut faire du multitâche alors qu'on ne peut pas. Et à chaque fois qu'on essaie de faire du multitâche, en général, on fait chacune des tâches beaucoup moins bien que si on les faisait l'une après l'autre. Et ça devient pire, plus compliqué, plus complexe est la tâche, pire sont les performances. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Bon, dans les jeux vidéo, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il y a beaucoup de jeux vidéo qui vont challenger l'attention. Les jeux vidéo d'action sont là pour justement challenger l'attention. Il faut viser, où on a un objectif et il y a des ennemis. Il faut peut-être sauver quelqu'un, regarder nos coéquipiers et coéquipières. Mais il y a des moments où surtout quand on démarre un jeu, on essaye de faire en sorte que les joueurs apprennent en jouant. Et donc, on a pas mal d'informations qu'on veut leur faire passer. Ça, je vais vous montrer quand on testait des tutos, comment on testait pour apprendre aux joueurs pour se soigner. Donc, à l'époque, dans Fortnite, en 2014, pour se soigner, il fallait manger une pomme ou avaler des médicaments. Donc, vous voyez, là, dans le HUD, vous voulez pas très bien, mais quand vous allez voir la vidéo, vous allez voir mieux. Il y a une petite croix. Bon, ça, c'est un truc de soin. Donc, c'est comme ça qu'on se soignait avant dans Fortnite. C'est plus le cas aujourd'hui. Mais l'idée, c'est, on s'est dit, on va attendre la première fois que les joueurs ont leur barre de vie, donc c'est en haut à droite, la barre verte, qui descend à moins de 50%. C'est là où on va leur donner le tutoriel pour se soigner. Donc voilà, là, ça, en haut à droite, à gauche, pardon, ça flash, et on a un tutoriel qui dit vous êtes blessé, il faut vous soigner. Ça, c'est une vidéo de playtest, c'est-à-dire qu'on fait venir les gens et on leur demande de jouer et on observe ce qui se passe. Dans ce playtest, la plupart des joueurs qui jouaient, qui étaient des joueurs expérimentés, n'ont même pas vu qu'il y avait quelque chose qui flashait dans l'interface. Parce que à ce moment-là, les joueurs étaient concentrés sur les zombies. Et donc, quand on est concentré sur une activité, on ne voit pas forcément ce qui se passe. Et donc ça, c'est un gros problème parce qu'on a tendance à penser que si on affiche quelque chose sur l'écran, que les joueurs ou même les utilisateurs, si on travaille sur un outil, vont le voir, 2 vont vraiment traiter l'information, et 3 vont s'en souvenir. Et donc ça, on assume tout ça, c'est pas le bon terme en français, je le retrouve plus, c'est pas grave. Donc on pense que tout ça va arriver, mais c'est pas forcément le cas. Donc il faut vraiment s'assurer de ne pas placer les joueurs dans des situations ou de multitâches quand on veut leur donner une information importante pour le jeu. Après, il y a d'autres moments où on va les challenger, bien sûr. Mais donc, en gros, c'est ça, c'est de comprendre un petit peu comment le cerveau fonctionne, comprendre nos performances, mais aussi nos limites, et prendre en compte ces limites afin d'offrir la meilleure expérience possible. Donc, la perception est subjective, l'attention, nos ressources attentionnelles sont très limitées, et notre mémoire est faillible. Dans les jeux vidéo, contrairement à d'autres produits, on va quand même laisser des points de friction. C'est-à-dire que quand on est en expérience utilisateur, avec des outils, on ne veut pas de points de friction
pour les gens. On veut que les gens puissent utiliser leurs outils, que ce soit une application, leur téléphone, leur ordinateur, sans friction, que tout soit intuitif le plus possible. Dans le jeu vidéo, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on veut enlever toutes les frustrations pour les choses où on ne veut pas challenger les joueurs. Mais par contre, on va placer du challenge chez les joueurs. Par exemple, il y a des jeux vidéo qui challengent la perception. Un jeu vidéo comme Monument Valley, c'est un jeu vidéo qui est très sympa sur iOS, enfin sur mobile. On joue avec la perspective, c'est inspiré de MC Escher, et donc on joue sur la perception. Donc on challenge la perception des joueurs. Il y a beaucoup de jeux qui challengent, comme je vous ai dit, l'attention, les jeux d'action. Et il y a des jeux aussi qui peuvent challenger la mémoire, c'est-à-dire qu'on demande aux joueurs de mémoriser certaines choses pour avancer dans le jeu. Donc c'est ça qui est important de bien comprendre. Dans le jeu vidéo, on va retirer toutes les frustrations qui ne sont pas, comme on dit, by design, qui n'ont pas été faites exprès. Mais par contre, on va garder des frustrations parce que c'est ça qui constitue le challenge du jeu. Donc voilà, ça c'était pour les limites du cerveau. Ensuite, c'est pour ça qu'on va utiliser un cadre de travail. Donc en UX pour les jeux vidéo, on a deux grands piliers. On a l'utilisabilité, comme dans n'importe quel produit, et on a le côté engagement. J'ai eu un peu de mal à nommer cet élément. Quand je dis dans le jeu vidéo, il n'y avait pas encore il y avait plein de cadres théoriques, mais pas un cadre général pour une approche UX globale. Et donc, je ne savais pas trop comment appeler cet élément, mais en gros, c'est les jeux vidéo, ils ne peuvent pas juste être utilisables. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'un outil peut survivre s'il est juste utilisable et pas forcément engageant. Un jeu vidéo, s'il est utilisable, on comprend comment on y joue, très bien, mais ça suffit pas. C'est-à-dire que l'intérêt d'interagir avec le système qui est le jeu vidéo est d'interagir avec le système. Et donc, un jeu vidéo doit être fun. S'il n'est pas fun, on ne joue pas à un jeu vidéo. Donc, un jeu est une activité qu'on appelle autotélique. On fait cette activité pour le plaisir de la faire. C'est pas un moyen pour une fin. Et donc, un jeu vidéo, comme n'importe quel jeu et activité de divertissement, doit être engageant. Sinon, ça n'a aucun intérêt et on ne joue pas. Donc, c'est appeler ça fun. Moi, j'appelle ça l'engageabilité. Donc, c'est l'habilité du jeu à être engageant. Donc, l'utilisabilité, je vais pas trop aller en profondeur, mais en gros, c'est vraiment s'assurer que tous les signes et feedbacks, donc c'est-à-dire tous les éléments qu'on perçoit dans le jeu. Alors, les signes, c'est ce qui nous incite à faire quelque chose. Il y a beaucoup de jeux vidéo, par exemple, où on a un personnage et il y a un gros point d'exclamation au-dessus du personnage. C'est un signe qui nous invite à interagir avec ce personnage. Ce personnage a une quête à nous donner. Le feedback, c'est le retour, c'est-à-dire que le retour de l'input du joueur qui est donné par le système. C'est-à-dire que si, je sais pas, on appuie sur le bouton X, on saute. L'animation de sauter, c'est le feedback qu'on donne au joueur par rapport à l'input que le joueur a donné. Tous ces signes feedback doivent être clairs. La forme suit la fonction, c'est ce qu'on a vu très brièvement avec les pièges. Il faut que ce soit intuitif le plus possible, que ce soit cohérent, qu'on minimise la charge de travail, etc., etc. Et l'accessibilité, on en a un tout petit peu parlé avec le daltonisme. C'est aussi important de ne pas avoir de barrières qui font que certaines personnes ne vont pas pouvoir jouer au jeu. Donc ça, c'est vraiment autour de l'utilisabilité. Mais comme je vous dis, un jeu vidéo ne peut pas juste être utilisable, il doit être engageant. Et ça, comment rendre un jeu vidéo engageant? Qu'est-ce qui fait qu'un jeu est fun? C'est quand même un peu plus compliqué. On a beaucoup moins... Bon, déjà, le cerveau, c'est très, très complexe. Mais pour ce qui est de l'engagement, on comprend quand même beaucoup moins ce qui se passe. Alors, on a quelques éléments qu'on commence à comprendre. Donc, pour moi, il y a 3 éléments principaux dans l'engagement. C'est la motivation, l'émotion et ce qu'on appelle le game flow, ou le flow de façon générale, mais dans les jeux vidéo, on réduit ça au game flow. Donc la motivation, c'est primordial. Si on n'est pas motivé pour jouer au jeu, on ne va pas y jouer. Donc la motivation, on va en parler un tout petit peu. J'entends quelqu'un, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est unmute. Donc la motivation, on va en parler juste après. L'émotion aussi, c'est important. Alors dans le jeu vidéo, c'est surtout autour de ce qu'on appelle le game feel. Alors le game feel, c'est vraiment les émotions et le plaisir d'interagir.
Donc, c'est, par exemple, les animations, il faut qu'elles soient assez suffisamment rapides. À quoi ça va ressembler? Est-ce que la caméra, quel type de caméra on va avoir? Est-ce que ça va être de haut en bas? Est-ce que ça va être une caméra à la première personne, à la troisième personne, isométrique? Donc, tout ça, ça va jouer avec les émotions. Parce qu'évidemment, si on a un jeu d'horreur, on va avoir plus d'émotions de peur si la caméra est à la première personne et qu'on a un champ de vision assez réduit. Maintenant, si on fait un jeu vidéo plus de stratégie, en général, on va avoir une caméra beaucoup plus large, top-down, donc de haut en bas, où on a beaucoup plus d'informations et on a plus de recul pour nous donner l'impression qu'on peut contrôler plein de choses. Voilà, c'est surtout autour de ça. Bon, j'ai pas le temps de développer, mais c'est ces éléments-là. Et le game flow, c'est une notion en psychologie développée par Mihai Csikszentmihalyi, qui est un psychologue qui explique que quand on est vraiment complètement absorbé dans une activité, on est dans un état de flow, et cet état de flow, en fait, pour lui, c'est le secret du bonheur. Donc, quand vous travaillez et vous êtes passionné par quelque chose, que ce soit vraiment votre boulot ou pratiquer d'un instrument de musique ou danser ou jouer à un jeu vidéo, quand vous êtes dans le flow, vous perdez la notion du temps. Vous êtes vraiment hyper focalisé, donc c'est-à-dire que c'est plus difficile de vous distraire. Et c'est un état où c'est là où souvent on fait le meilleur travail. Quand on arrive à être dans cet état de flow, c'est là où on peut être très performant, et en plus c'est satisfaisant d'être dans cet état-là. C'est pour ça que c'est un peu compliqué de travailler dans des open space, et je pense qu'il y a beaucoup un des éléments positifs, si on veut, de l'épidémie, c'est que beaucoup de gens ont pu ressentir, si on n'est pas trop distrait par tout ce qui se passe, quand on travaille et qu'on est seul chez soi, c'est plus facile d'être dans cet état de flow parce qu'on est moins interrompu constamment. Donc voilà, donc la motivation, c'est vraiment ça que je vais vraiment parler assez rapidement. Il y a plusieurs types de motivation. Je vais juste vous en parler de deux ici. Vous avez la motivation extrinsèque et intrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est vouloir faire quelque chose pour obtenir autre chose. Donc, c'est vraiment un moyen pour une fin. C'est tout ce qui est, on va faire cet objectif pour obtenir une récompense. Et vous avez la motivation intrinsèque, qui est plus, on le fait pour le plaisir de le faire. Donc, ces motivations-là, intrinsèques, extrinsèques, on les a partout, hein, bien sûr, que ce soit à l'école, au travail, mais aussi dans les jeux vidéo. Alors, les jeux vidéo sont très, très bons en général en motivation extrinsèque. On a besoin d'avoir des objectifs qui sont clairs, de savoir aussi quelles récompenses on va avoir, surtout si le jeu est un peu systémique et on connaît de la stratégie, parce qu'on a envie de savoir, OK, donc moi, si je veux aller là, il va me falloir 7 éléments. Alors, pour avoir ça, il va falloir que je fasse ces quêtes-là, etc., etc. Donc, ça nous permet un petit peu de sentir qu'on maîtrise notre sort. Et donc ça, les jeux vidéo le maîtrisent très bien. On a souvent des récompenses. N'importe quel jeu, d'ailleurs, il y a beaucoup de récompenses au cours du jeu. Mais la motivation intrinsèque est aussi très, très importante. Et pour l'instant, la meilleure théorie qu'on a pour la motivation intrinsèque, c'est ce qu'on appelle la Self-Determination Theory, la théorie de l'autodétermination en français, qui explique qu'on est plus motivé intrinsèquement à faire une activité si cette activité nous permet de nous sentir compétents, autonomes et d'avoir une affiliation avec d'autres personnes. La compétence est une notion très importante. Quand on fait une activité, que ce soit au travail, jouer un instrument de musique ou jouer un jeu vidéo, on a besoin de sentir qu'on maîtrise de mieux en mieux. Et c'est vraiment avoir ce sens de la progression. Si on ne sent pas qu'on progresse dans une activité, c'est là où on est très démotivé. Je vais prendre un exemple qui, malheureusement, beaucoup d'entre nous l'expérimentent. Si vous essayez de faire un régime, et donc ça nous demande des efforts hein, de ne pas manger les choses qu'on a envie de manger, mais si vous voyez que toutes les semaines, vous perdez un peu du poids, bah, ça vous encourage. Mais malheureusement, il y a toujours un moment où on atteint un plateau, et on continue de faire ces efforts-là, mais on perd plus de poids et parfois même on en reprend. C'est souvent dans ces moments-là où on arrête parce qu'on ne se sent plus compétent, on ne sent plus qu'on progresse vers notre objectif. Et ça, c'est très, très démotivant. Bon, il y a beaucoup de jeux vidéo qui sont quand même très
focaliser sur la compétence, on level up, on monte de niveau. Et il y a des jeux qui sont soit basés sur nos capacités à jouer, ce qu'on appelle skill-based, un jeu comme beaucoup de jeux de sport ou des shooters ou qui demandent beaucoup de précision. Plus on joue, en général, plus on joue, meilleur on devient. Mais les jeux comme les RPG, donc les role-playing games, les jeux de rôle, la progression peut être un peu plus artificielle. C'est-à-dire qu'on monte de niveau. Et à chaque fois qu'on monte de niveau, on obtient une nouvelle compétence, une nouvelle habilité dans le jeu qui nous permet d'être plus fort dans le cadre du jeu. L'autonomie, c'est plus pouvoir s'exprimer. On a tous besoin de s'exprimer, de faire les choses un petit peu de façon autonome. Donc, les jeux qui nous permettent de choisir nos personnages, de choisir nos danses, nos vêtements, notre bannière, etc., nous permettent d'exprimer notre autonomie. Mais c'est aussi les jeux qui sont, on appelle bac à sable, sandbox, où on peut faire pas mal de choses. Un jeu comme Minecraft ou GTA. Donc violence à part, hein, c'est pas question de violence, ce sont des jeux qui sont bac à sable, c'est-à-dire qu'on peut, ils sont très systémiques et on peut faire un peu ce qu'on veut dans l'environnement. Donc ça nous permet d'être très autonome et ça en général c'est assez motivant. Et le dernier élément c'est l'affiliation. On est une espèce très sociale, on a besoin des autres. Et donc, les jeux où on peut être en coopération ou en compétition sont en général plus engageants. Donc voilà, donc l'idée c'est de comprendre un petit peu ça, mais ça c'est valable dans le jeu vidéo, mais au travail, à l'école, quand vous essayez d'apprendre quelque chose, c'est vraiment très important d'avoir ces éléments-là. Et donc, dans un jeu comme Fortnite, dans le mode histoire, sauver le monde, si on veut que les joueurs se fassent attention à des choses qui, pour nous, sont importantes, que les joueurs doivent apprendre, mais on se doit de placer les joueurs dans une situation où ça va être important pour eux d'apprendre cet élément-là. Par exemple, la première fois qu'on apprend aux joueurs à construire dans Fortnite le mode sauver le monde, c'est quand ils sortent d'une cave, d'une grotte, mais la grotte est dans le sous-sol et il faut sortir. Et là, il y a le monde, ça a l'air d'être super intéressant. En plus, il y a un coffre, donc on a une récompense. Mais on est dans ces positions où c'est comme ça qu'on apprend à construire. Et on va construire des escaliers. Et donc, ça a un sens. C'est intéressant d'apprendre à faire ça dans ces conditions-là. Donc voilà, donc c'est ça, en gros, le cadre de travail. Donc évidemment, là, je suis allée un peu vite, mais c'est tous ces éléments-là qu'on essaie de prendre en compte afin de faire une expérience de jeu plus intéressante. Et quand on parle, il y a beaucoup de gens qui se focalisent sur la gamification, donc en français, je pense qu'on utilise le terme ludification. Et il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça, qui se focalisent juste sur les objectifs et les récompenses. Donc, c'est les badges, les points, etc. Mais en fait, un jeu, pour être engageant, c'est l'ensemble de toutes ces choses qu'il faut prendre en compte. Donc, évidemment que les récompenses, c'est important, ça nous permet, c'est un bon feedback qui nous permet de comprendre ce qu'on fait et que ce qu'on a fait, c'est dans la bonne direction parce qu'on a une récompense. Donc, ça nous permet de comprendre ce qui marche et ce qui marche pas. Mais c'est en aucun cas suffisant. Voilà, et le dernier élément, c'est la méthode scientifique. Pour essayer de comprendre ce qui se passe, comme tous les êtres humains sont biaisés, on a besoin d'adapter une méthode qui nous permette de retirer la subjectivité autant que possible et de s'assurer que les problèmes que l'on voit sont bien ceux à régler. Donc, il y a plusieurs tests qu'on fait, mais la plupart du temps, on fait venir des joueurs et on observe tout simplement ce qu'ils font et on leur pose des questions. C'est souvent des questions assez objectives. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'était quoi l'objectif ici? Et ça nous permet de voir les éléments qui sont intuitifs et les autres qui sont pas du tout bien compris. Et comme ça, on va pouvoir itérer là-dessus. Et quand on trouve un problème, soit ça peut venir du design directement, donc les gens qui font du système design travaillent sur des spreadsheets en Excel comme ça, mais ça peut aussi venir de la perception des joueurs, parce que rappelez-vous, la perception est subjective et pour une même réalité, on a des perceptions différentes, et parfois c'est pas vraiment le système qui pose un problème, c'est comment il a été exprimé dans le jeu pour les joueurs. Je vais vous donner un exemple avec les weak points, donc c'est les points de faiblesse quand on détruit
des éléments dans Fortnite pour récupérer les matériaux. En fait, il y a un petit élément là, dans le jeu qui apparaît. Et ça nous dit qu'il faut viser cet élément pour pouvoir récupérer le matériau plus rapidement. Et tout le système design sur à quelle vitesse on récupère les matériaux a été basé sur le fait que les joueurs vont utiliser cet élément-là. Or, quand on faisait des playtests, on voyait ça. Donc, les joueurs ignoraient complètement ce petit élément. Ils l'utilisent pas, donc forcément, ça leur prenait bien plus longtemps pour récolter des ressources. Et quand je leur demandais, donc on donne des questionnaires assez régulièrement, et je leur demandais c'est quoi ça, et la plupart des joueurs me disaient aucune idée. Donc je me suis dit ok, c'est pas assez, ça contraste pas assez avec l'environnement, et en plus quand on est concentré sur détruire quelque chose, on ne voit pas ce qui se passe à côté. Donc on s'est concentré d'abord à changer l'élément dans son visuel. Donc, on a changé la couleur, et les artistes l'ont fait plus gros, il y avait, ça pulse vers l'intérieur, ça ressemble plus à une cible. Donc, on se dit, OK, ça devrait marcher. Donc, après, on a retesté et ça donne ça. Voilà. Donc, les joueurs ne se servaient toujours pas de cet élément. Mais par contre, quand je leur demandais à ce moment-là, c'est quoi ça, la plupart me disaient, ah oui, c'est l'élément qui me dit que je suis en train de cibler un objet en particulier. OK, donc maintenant, ils le voient, ils le perçoivent, mais cet élément ne transmet toujours pas bien ce qu'il est censé faire. Donc, au lieu de continuer à essayer d'itérer juste sur le visuel, les designers ont fait un changement dans le design. Donc, là, on est toujours en train de parler du mode sauver le monde. Donc, dans ce mode-là, c'est beaucoup plus RPG. Donc, le joueur se développe, achète des compétences au fur et à mesure du jeu. Et une des premières compétences que les joueurs peuvent acheter, c'est le weak point. Donc, au lieu d'avoir ça dès le départ, les game designers ont enlevé ça au départ et l'ont intégré dans le skill tree, donc dans l'arbre de compétences. Et les joueurs doivent le débloquer. Donc, ça ressemble à ça. Donc, évidemment, il y a toujours plein de textes. La plupart des gens ne lisent pas les textes. Mais il y a quand même plus d'éléments qui va faire qu'on a plus de chances de faire attention à ça. En plus, il y a la petite vidéo. Et après ce changement, on a enfin vu beaucoup plus de joueurs faire ça. Le cercle rouge, c'est le eye tracking. C'est pour regarder où les joueurs regardent sur l'écran. Et donc, enfin, ça a marché. Alors, ça n'a pas marché à 100%, mais ça a beaucoup amélioré le jeu. Donc, voilà, c'est ça qu'on fait. Et je voulais juste terminer cette présentation avec ces histoires de UX ou dark pattern. On en parle de plus en plus. Je trouve ça bien qu'on parle de plus en plus d'éthique en technologie, et notamment dans les jeux vidéo, parce qu'on n'en parle pas assez. Et donc, comme vous le savez, on a beaucoup de biais, donc on a des limites dans notre cerveau, mais on a aussi énormément de biais, qui fait que c'est compliqué de discuter sur Twitter, par exemple, et d'avancer ensemble dans la société, parce qu'on a plein d'angles morts, et c'est difficile d'avoir une vue objective sur ce qui se passe. Le UX, c'est s'assurer on va prendre en compte ces éléments-là pour offrir une bonne expérience. C'est comme les magiciens. Les magiciens connaissent bien les limites du cerveau et s'en servent pour faire opérer la magie. Mais c'est pour nous divertir. Quand on parle de dark pattern, c'est un design qui est intentionnellement fait pour tromper les utilisateurs. Et en général, c'est au bénéfice de la société et aux dépens des utilisateurs. Donc, un exemple de dark pattern, Amazon en fait beaucoup. Donc, par exemple, vous achetez des choses sur Amazon, vous mettez dans votre panier, et puis après, vous faites check-out, je sais pas comment dire en français, passer à la caisse, je sais pas payer, et on voit cet écran.
Et donc avec un gros bouton Get Started, donc en français, j'imagine c'est démarrer. Mais bon, on sait pas, c'est pas très clair ce que ça fait. Et en fait, si vous appuyez sur ce bouton-là, Get Started, vous démarrez pour souscrire à Amazon Prime, qui est bien sûr au début gratuit, mais au bout d'un moment, ça va être payant. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont souscrit sans s'en rendre compte et d'un seul coup, ont été débités par Amazon. Si vous voulez pas souscrire, il faut en fait cliquer sur ce petit truc là qui est bien caché. Et en plus, Elia, oui. quelqu'un a juste interrompu ta présentation. Tu peux repartager les slides, s'il te plaît? On vient de les perdre Lequel? juste à l'instant. Les slides, t'es plus en partage, en fait. Ah bon? Depuis 2 secondes. Oui, il y a quelqu'un Ah, qui a fait une fausse manip, à mon avis. ok. Si, vous êtes toujours en partage, mais vous êtes passé en mode voilà. Comme ça, c'est bon. Ouais, c'est bon, merci. Donc voilà, donc c'est ça le petit lien qu'il faut cliquer si on veut juste payer et sans souscrire à Amazon Prime. Donc ça, c'est un dark pattern. En plus, ils nous font passer pour des imbéciles. On se dit, ah bon, vous voulez pas faire une économie de $18 en passant par Amazon Prime? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un dark pattern parce que la plupart des gens ne s'aperçoivent même pas de ce qu'ils font. Donc c'est vraiment intentionnel. Dans les jeux vidéo, dans les jeux vidéo et ailleurs, hein, il y a des dark patterns qui sont clairs, mais la plupart du temps, on ne sait pas si c'est un dark pattern ou si c'est juste une bonne pratique UX. Je vais vous donner un exemple dans World of Warcraft, qui est un role-playing game, donc un RPG. Dans World of Warcraft, on va développer un personnage comme celui-là, par exemple, et ça peut nous prendre des semaines, des mois à développer le personnage. Et si on veut le supprimer, là, par exemple, le personnage est niveau 40. On n'a pas seulement juste une confirmation, vous êtes sûr de vouloir supprimer. On demande aux joueurs de taper delete, donc supprimer, dans le petit cadre. On pourrait dire, ah bah ça c'est un dark pattern parce qu'ils nous font réfléchir, ça se trouve, ça nous met le doute, parce qu'ils veulent pas que les joueurs suppriment leur personnage, parce que peut-être ça veut dire qu'ils vont arrêter de jouer. Mais dans ce cas-là, moi j'ai plutôt envie de dire que c'est une bonne pratique UX parce qu'en utilisabilité, c'est important de faire en sorte que les gens ne fassent pas des erreurs de façon non intentionnelle. Et c'est pour ça qu'on a des écrans de confirmation. Parce que si, par exemple, vous fermez un document sur lequel vous avez travaillé pendant 3 heures et que vous n'avez pas sauvegardé, ça vous permet d'éviter de faire une erreur qui est très coûteuse pour vous. Donc voilà, c'est très coûteux de supprimer un personnage sur lequel on a pu passer des mois à développer. Et donc, pour moi, ça, c'est une bonne pratique de UX. On peut savoir si c'est une bonne pratique si il y a un côté gagnant-gagnant ou si c'est juste la société qui est gagnante. C'est une bonne façon de voir. Mais donc, c'est quand même, il y a beaucoup de zones d'ombre et c'est pas toujours clair à quel moment on n'est plus dans le gagnant-gagnant. C'est bien pour les joueurs et c'est bien pour la société, ou c'est bien pour les utilisateurs et c'est bien pour la société, ou on est plus dans l'exploitation. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle pour savoir quels sont les éléments qui commencent à tomber dans le dark pattern. Un exemple qu'on parle beaucoup en ce moment, c'est l'économie de l'attention. Parce que évidemment, l'attention, comme je vous ai dit, on a des compétences très limitées attentionnelles et tout le monde, n'importe qui a quelque chose à vendre ou qui veut faire passer un message, veut capter notre attention. Ça a toujours existé. Ce qui est un petit peu différent aujourd'hui, c'est qu'on a une captation d'attention dans notre poche constamment et on peut avoir des notifications qui fait que même si on n'était pas préparé à faire ça, préparé à être interrompu, on va l'être quand même. Mais bon, le téléphone fait ça, les pubs dans la rue, on n'a rien demandé, on voit quand même des choses qu'on n'avait pas à chercher. Tout ça, c'est de la captation de l'attention. Donc, c'est rien de nouveau, mais la technologie le rend plus efficace, on va dire. Et toutes ces notions par exemple, d'autoplay, quand on est sur YouTube, on a regardé une vidéo et puis on va vous proposer avec des algorithmes quelque chose qui va peut-être vous intéresser. Et même si vous étiez venu juste pour regarder une vidéo, peut-être que vous allez passer 3 heures sur YouTube, tout simplement parce que, avec l'autoplay, ah oui, tiens, ça peut être intéressant. Et on se rend pas compte du temps qu'on met là-dedans. Snapchat il y a eu toute une question autour du Snap Streak, c'est-à-dire que les enfants, quand ils s'envoient des messages, ils ont une récompense. Et si tous les jours ils s'envoient un petit message, le chiffre monte
Et puis, ça montre à quel point on est engagé avec la personne. Et donc, on peut se dire, hein, c'est assez anodin, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça force les enfants à se connecter et à envoyer un message à leur ami, tout simplement pour pas casser la progression de ce chiffre. Hein, c'est juste un chiffre. Parce qu'après, une fois si un jour on renvoie pas un message, hop, ça redescend à 0. Donc voilà, c'est pas forcément, il n'y a pas eu forcément d'intention néfaste derrière, mais ça peut avoir une conséquence néanmoins un peu pernicieuse, parce que ça nous encourage à rester sur une plateforme alors qu'on n'a pas forcément envie à la base. Donc c'est très important de parler de ces choses-là, et plus dans ces termes-là plutôt que des termes d'addiction, parce que l'addiction c'est encore très complexe et c'est très débattu auprès des chercheurs et des spécialistes. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment quelles sont les mécaniques qui encouragent, pas forcément qui encouragent à venir, mais qui punissent si on s'en va. Le snap streak, c'est si on le fait pas, bah on est puni dans le sens, hop, le chiffre descend à 0. Donc c'est ces éléments-là qu'il faut regarder et dont il faut parler un petit peu plus. La FOMO, donc en anglais c'est le fear of missing out, qui peut se traduire en français par la peur de manquer. C'est-à-dire que c'est toutes les sociétés qui vous disent aujourd'hui vous devez être là, si vous vous connectez vous avez une chance de gagner quelque chose. Ça c'est vraiment, on joue sur le fear of missing out, c'est-à-dire que si vous vous connectez pas, vous êtes quelque part puni. Donc c'est pas tant qu'on récompense l'engagement, mais quasiment toutes les sociétés font ça, c'est qu'on punit le désengagement. Donc voilà, donc c'est des questions qu'il faut se poser. Donc comment est-ce qu'on peut éviter ces dark patterns, et d'autant plus quand le jeu, même si au départ n'était pas forcément ciblé sur les enfants et que beaucoup d'enfants y jouent, ça devient encore plus important d'y réfléchir. Donc le guilt tripping, c'est vraiment, c'est ce je vous ai montré sur Amazon, c'est-à-dire vous voulez pas économiser $18, hein, vous êtes un peu débile. Ou la version à la perte. Ça aussi, vous allez perdre votre personnage, vous allez perdre de l'argent si vous faites pas ça. Le fear of missing out, payer pour gagner ou pour retirer des frictions dans le jeu, c'est-à-dire si vous payez, vous allez aller beaucoup plus vite. Et alors que c'est pas prévu dès le départ, pourquoi pas, hein, mais bien souvent les jeux ne le disent pas au départ. Ou les obligations sociales. Alors, si tu viens pas, tes amis tu laisses tomber tes amis en haut. Et les loot box qui sont liés à la monétisation. Alors les loot box, c'est quand on donne des récompenses variables, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir. Et quand ça, c'est lié à la monétisation. Les récompenses à taux variables, on en a partout. Dans n'importe quel jeu qui nécessite un tir de carte ou un jet de dés, c'est des récompenses variables. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut retirer ça. C'est excitant de faire double 6 parce que justement, on n'est pas sûr de le faire. Là où ça peut devenir un peu plus embêtant et éthiquement problématique, c'est quand on joue avec ça pour faire payer. Donc, c'est typiquement les casinos ou les loot box, c'est-à-dire quand le loot box, on peut payer pour en avoir plus et pour peut-être obtenir ce qu'on a envie d'obtenir. Mais donc voilà, c'est des choses assez précises et moi, c'est ces mécaniques-là qui m'intéressent pour essayer de voir où est-ce qu'on trace la ligne pour avoir des jeux vidéo plus éthiques et de façon générale, hein, la tech en général, on ne parle pas assez d'éthique et il est grand temps qu'on en parle. Voilà, il n'existe pas de design neutre, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on design un objet, ça va encourager les gens à l'utiliser d'une certaine façon. Si vous voyez une poignée sur une porte, ça va vous encourager à prendre la poignée et à tirer. C'est une manipulation assez anodine, hein, mais c'est une manipulation quand même. Donc, n'importe quel design va inciter les gens à faire certaines choses. Et quand on fait du UX, on place les gens, les utilisateurs au centre de ce qu'on fait. Et donc, c'est complètement incompatible avec des dark patterns, parce que quand on fait du dark pattern, on place le business au centre de ce qu'on fait. Le UX, c'est du gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on va placer les utilisateurs au centre pour que ces gens aient la meilleure expérience possible. Et grâce à ça, on va faire plus d'argent parce qu'ils sont contents. Et c'est ça qu'on veut faire. Voilà, donc une approche UX est incompatible avec l'utilisation des dark patterns.
Voilà. Je vous laisse avec juste cette petite slide pour vous rappeler que le cerveau est très doué à faire sens de l'environnement avec peu d'informations. Mais évidemment, à cause de ça, on tire souvent de mauvaises conclusions parce qu'on ne va pas faire attention aux choses de façon très précise. Et donc ça, c'est très important quand on fait du UX à prendre en compte afin que les gens ne tirent pas de mauvaises conclusions qui peuvent conduire à ce qu'ils aient une mauvaise expérience. Et je vais vous laisser aussi avec cette petite vidéo pour vous parler de l'importance de l'inclusion. Hein. C'est un sujet de plus en plus important. Il est temps qu'on en parle. Pourquoi on a besoin de plus d'inclusion dans tout ce qu'on fait? Je vais vous montrer juste une vidéo qui montre quelqu'un qui essaie d'utiliser un distributeur de savon. Ok, Noël, we'll try. Two black. Come again, Sashi. No, two black. The blue, they get. You have to do some racial stories. Some represent white. It's not pink, I'm sure again. We have put me up again. Right, was it on the hand? Voilà, donc évidemment, c'est juste un distributeur de savon, donc c'est amusant, hein, mais on a le même problème pour tout dans nos sociétés, et c'est ça qu'on appelle le racisme systémique, c'est-à-dire qu'on exclut certaines parties de la population de façon systémique, tout simplement parce que les personnes qui ont designé l'environnement ou l'objet n'ont pas inclus des personnes qui n'ont pas, dans ce cas-là, qui n'ont pas la même couleur de peau. Donc c'est pour ça que c'est très important de parler de diversité et d'inclusion, surtout afin que l'environnement que l'on design, nos sociétés, soit inclusive pour tout le monde. Voilà, donc vous avez plein de ressources sur mon blog. Je vais répondre à quelques questions, mais je ne suis pas trop débordée parce que je ne vais pas rater mon avion. Je vais traduire bientôt les pages de mon blog en français, certains articles. Le bouquin donc sort en français le 24 juin. Vous pouvez chez n'importe quelle librairie. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Célia. Si tu as quelques minutes, oui, on prend des questions. Est-ce que tu as accès au chat? En général, c'est dans le chat que… Ouais, alors attends, je vais arrêter de présenter. Hop. Ouais. Et merci surtout pour cette présentation et pour les rappels sur la partie éthique, inclusion et diversité qui sont très importantes. Oui, absolument. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Mais ça déroule beaucoup, mais c'est surtout des merci. Mais avec plaisir. Alors, le titre du bouquin, c'est Dans le cerveau du gamer, et ça sort le 24 juin. Mais vous le trouverez partout, même sur Amazon. Vous tapez mon nom et vous le trouverez dans le cerveau du gamer. Et pourquoi bosser dans le jeu vidéo? J'ai grandi avec les jeux vidéo. Dans ma famille, on est très joueurs. Et donc, toute petite, mes parents, ils ont tout de suite acheté des consoles de jeux, les toutes premières, la Philips, comment ça s'appelle en français, Vidéopack. Donc voilà, j'ai grandi avec les jeux vidéo. Moi, j'ai toujours aimé le jeu parce que ma spécialité, c'est le développement de l'enfant, et l'enfant apprend énormément par le jeu. Donc le jeu m'a toujours intéressée. Et les adultes aussi, on reste bien éveillés et bien aiguisés grâce au jeu. Ça nous permet de tester des environnements qu'on ne peut pas tester dans la vie réelle. Alors, game design, la différence entre game design et UX design. Le game design, c'est vraiment les gens qui vont définir les systèmes et les règles du jeu. Donc, un game designer va dire, voilà, c'est un jeu, Fortnite par exemple, c'est basé sur le harvesting, donc détruire et récolter des ingrédients, le crafting et le building, et le combat. Bah, ça, c'est les piliers du jeu. Ensuite, les game designers développent les systèmes, comment ça marche, au bout de combien de ressources on peut crafter quelque chose, quels sont les ingrédients pour crafter quoi, comment on se développe, etc. Donc ça, c'est les game designers et les level designers
qui font ça. Les UX designers, ils font aussi les maps dans les jeux. C'est beaucoup d'architecture, en fait. Et les UX designers sont là pour s'assurer que tout ce que les game designers ont réfléchi, là, comme système et règles du jeu, vont être conveyed, comment dire en français, traduits de façon la plus claire possible pour les gens. Par exemple, le game designer va dire, on a besoin dans ce jeu-là d'un système de crafting, donc les gens peuvent confectionner des objets. Ils peuvent avoir minimum 2 ingrédients pour crafter quelque chose, maximum, allez, 5. Et voilà la liste des ingrédients, différentes catégories. Donne ça au UX designer et l'UX designer doit décider comment va être l'interaction, comment on va montrer les informations. Donc, c'est l'architecture d'information sur l'écran. Est-ce qu'on voit les ingrédients et notre inventaire ou est-ce qu'on est juste dans un écran de crafting et puis après, on va aller chercher notre inventaire ou est-ce qu'on met tout en parallèle? Est-ce qu'on double-clique pour crafter? Est-ce qu'on drag and drop? Donc, tout ça, c'est ce que le UX designer va déterminer. Donc, pour que ça fonctionne et que les joueurs puissent comprendre. Donc, c'est vraiment comme on affiche les informations, l'architecture de l'information et le design de l'interaction, comment les joueurs vont interagir pour faire ça. Alors, le blog, c'est celiaudant.com. J'essaie d'être très utilisable. Donc, c'est assez facile de me retrouver. Hein. Vous tapez Celiaudant dans Google, a priori, vous allez trouver mon blog. J'ai une chaîne YouTube, ça s'appelle Celiaudant. Voilà, c'est assez simple. L'association Game Impact, alors je ne connais pas cette association-là, mais je connais beaucoup d'associations qui travaillent pour l'inclusion dans les jeux vidéo. Là, j'ai un t-shirt de Able Gamers, qui est une grosse association pour l'accessibilité dans les jeux vidéo. Mais il y en a beaucoup et il y en a de plus en plus, et tant mieux parce que on est un petit peu à la traîne. Alors le .fr, je suis en train de traduire, donc pour l'instant il n'y a pas de pages qui sont traduites, mais ça va arriver. Je vais peut-être commencer dans l'avion, mais bon, à mon avis je vais m'endormir plutôt. Alors je ne sais pas ce que vous appelez les jeux wholesome. Je veux bien qu'on me dise ce que vous voulez dire par là. Et je suis en train de relire les autres questions. Alors, MBTI, je suis désolée de vous dire que c'est pas un modèle qui est validé scientifiquement du tout. C'est du gros bullshit. Donc, non, je n'utilise pas le MBTI. J'utilise la SDT, donc Self-Determination Theory. Après, il y a d'autres modèles pour la personnalité. Celui qui est le plus validé scientifiquement, même s'il a des problèmes, c'est le modèle qu'on appelle Ocean, donc Océan. Et c'est 5 traits de personnalité. Et contrairement au MBTI, le MBTI, c'est Briggs-Myers, je ne sais pas si vous avez entendu parler, donc c'est où vous finissez avec 4 lettres et vous êtes soit introverti, soit extroverti. Mais en fait, dans la vie réelle, hein, on n'est pas du tout, il n'y a pas c'est pas binaire hein, comme ça. Hein. Donc, Ocean, il y a 5 traits de personnalité et on est sur un continuum pour chaque trait. C'est pas on est soit extrovert, soit introvert, on est à une certaine dose d'introversion et d'extraversion. Donc, c'est ça le modèle qu'on utilise. Donc, Ocean et SDT. Alors, le modèle freemium et les considérations éthiques. Alors, le modèle freemium, partout, pose des problèmes éthiques, hein, dans le journalisme aussi. Ça pose problème. Alors, il y a un côté plus égalitaire dans le sens où il n'y a pas de barrière d'entrée d'argent. N'importe qui peut accéder au jeu ou à l'information, donc c'est un côté quand même intéressant pour ça. Après, oui, ça peut faire tomber plus facilement dans des travers parce que ça nécessite que les joueurs jouent régulièrement et achètent des choses régulièrement. Et ça pose des travers aussi pour les développeurs de jeux parce que ils sont tout le temps, constamment obligés de créer du nouveau contenu parce que dès qu'il n'y a plus de nouveau contenu, les joueurs vont jouer à autre chose. Et donc, ça met énormément de pression sur les développeurs de jeux. On n'en parle pas beaucoup de ce côté-là. Mais les développeurs de jeux sont déjà des gens qui travaillent énormément et ils sont. On a un petit pseudo comme ça dans les jeux vidéo. On appelle ça le crunch quand on fait du temps supplémentaire et ça peut être assez intense.
Donc oui, ça pose des problèmes à beaucoup de niveaux. Mais après, on peut faire du free-to-play sans tomber dans ces travers-là. C'est pour ça que c'est important de regarder quelles sont les mécaniques qui posent problème pour avancer et pour faire ça mieux. Alors, moi, je ne suis pas spécialisée dans l'accessibilité. Il y a des gens qui sont spécialisés dans l'accessibilité. Par contre, quand on parle du UX, on ne peut pas ne pas parler d'accessibilité parce que le U dans le UX, c'est pour utilisateur et ça c'est l'ensemble des utilisateurs. On ne peut pas ne pas penser à une certaine partie des utilisateurs. Donc, c'est important. C'est pour ça que c'est important d'inclure différents utilisateurs. Et d'inclure des joueurs qui sont en situation de handicap pour vérifier que le jeu fonctionne bien. Il y a un nouveau jeu, la Last of Us 2 de Naughty Dog qui va sortir et ils ont énormément d'options d'accessibilité. Ils ont fait un énorme effort au niveau de l'accessibilité et moi j'ai assez hâte de voir ce que ça donne. Donc c'est très très important, d'autant que souvent on ne réfléchit pas au fait que l'accessibilité c'est non seulement important pour des handicaps permanents, mais on a des handicaps situationnels. Par exemple, si vous êtes dans le métro et que vous vous tenez au métro, bah d'un seul coup vous pouvez plus jouer avec deux mains. Vous êtes obligé de jouer avec une main si vous jouez avec votre téléphone ou vous êtes en train de taper un texto. Bon bah c'est ça que il faut essayer de comprendre, c'est que non seulement réfléchir à des questions d'accessibilité, c'est important, bien sûr, pour les personnes en situation de handicap, mais ça va être important pour tout le monde. Moi, je suis assez choquée à chaque fois que je retourne à Paris du manque d'accessibilité du métro, par exemple, enfin, les transports en commun, c'est pathétique. On s'en rend pas compte qu'on n'a pas de problème pour marcher, mais dès qu'on s'est cassé une jambe et qu'on est avec des béquilles, ou dès qu'on traîne une valise, ou qu'on pousse une poussette, ou qu'on est dans une chaise roulante, évidemment qu'on s'en rend compte à ce moment-là. Mais avoir des plateformes accessibles, avoir des ascenseurs, ça va pas servir que pour une petite partie de la population, ça va servir pour tout le monde. Et il y a énormément d'avancées technologiques qui se sont faites grâce à ça, aux questions d'accessibilité. Voilà, je crois que j'ai répondu à tout. Ah, non, j'ai pas... Alors, Pink, il a repris la SDT et il a rajouté un truc. Je vous conseille plutôt d'aller voir la théorie originale. Mais oui, c'est assez proche du bouquin de Pink. Alors, des exemples de jeux avec un bon UX. Il n'y a pas de jeu qui a un UX parfait. Ça n'existe pas. Mais il y a des jeux qui sont plus ou moins bons. Donc, Fortnite, on a fait énormément d'efforts sur ça. Overwatch a énormément de choses intéressantes d'un point de vue UX. Ils ont aussi des problèmes. Donc, c'est difficile parce que là, pour le coup, faudrait que je vous montre plein de trucs. Je vais pas avoir le temps. Mais de plus en plus, les développeurs de jeux commencent à comprendre ces éléments-là. Enfin, c'est pas qu'ils le comprenaient pas avant, c'est que c'est tellement complexe de faire un jeu, ça prend énormément de temps, énormément de personnes différentes, et ça prend un budget complètement dingue. Et c'est pour ça que on peut perdre en ligne de mire certaines choses, tout simplement parce qu'on est sous pression et qu'il faut lancer le jeu rapidement. Alors que l'approche UX, ça va permettre d'avoir un cadre de travail où on va être une fois qu'on est sur les rails, c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, de pas oublier tous ces éléments-là. Donc, c'est de plus en plus, ce sont des choses qui importent. Et oui, bien sûr que je suis gameuse dans la vie, c'est un peu difficile. C'est un peu comme si vous demandiez à quelqu'un qui travaille dans la restauration si on n'aime pas manger, si on est cuisinier. Oui, on est obligé de toute façon d'aimer les jeux vidéo, ou en tout cas de jouer beaucoup, parce que comme la perception est subjective, les conventions que les gens ont l'habitude d'avoir, ça va être important. Donc, si vous avez une nouvelle, je trouve plus mes mots en français, c'est horrible. Si vous avez une nouvelle tendance dans les interfaces ou dans les contrôles
qui apparaît dans certains jeux. Si vous n'êtes pas au courant, c'est quand même un problème parce que c'est une convention qui va être adoptée par les joueurs et donc vous êtes obligé d'être au courant. Mais au-delà de ça, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Oui, bah, moi ok, bonne soirée. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il va falloir que j'y aille bientôt. Je pense que j'ai répondu à peu près à tout. Mais n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, je suis assez active sur Twitter. Pareil, c'est Léodan, c'est très simple. Si vous avez d'autres questions, je suis sur LinkedIn aussi. LinkedIn, j'ai un peu plus de mal à répondre aux gens parce que c'est moins bien foutu. Mais n'hésitez pas à me contacter. Et dans mon blog, vous avez aussi pas mal d'éléments. Vous avez plein de conférences que vous pouvez regarder pour avoir plus d'informations. Voilà. Merci encore une fois, merci Célia, et fais un bon voyage. Oui, merci. C'est spécial. Oui, j'imagine. Spécial, mais bon, on croise les doigts. J'ai tous mes masques. Je suis au taquet. Bon courage et à très bientôt. Merci encore une fois. Merci beaucoup, Dragos, et merci à tous et à toutes, et bonne soirée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.